Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Dr. Paul Simard, psychologue, c'est ça. Oh! Je sais pas si vous avez entendu Wi-Fi, qui est son chien, qui vient tout juste de japper. On a parlé d'insatisfaction relationnelle. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. On est venu sur des sujets au niveau, des attentes dans le couple, les compromis / sacrifices, l'infidélité, la peur de l'engagement, la passion amoureuse, communication. Écoute, encore une fois, une banque d'outils incroyables. Vous m'aviez extrêmement revenu sur des commentaires positifs par rapport au premier épisode. Fait que on est back. C'est excellent. Je recommande à tous cet épisode-là. Je suis sûre que, prenez votre carnet de notes, là. Vous allez écrire sans aucun doute. Sur ce, je veux aussi vous dire que le Patreon est on. Donc, toutes les personnes qui veulent soit avoir des discussions exclusives, fait que certaines discussions qui sont uniquement disponibles là, des masterminds avec des experts, je crée des cercles de partage aussi. Donc, si vous voulez vous rassembler avec une communauté de gens qui est comme vous, qui vivent à la même fréquence, qui ont envie de toucher à leur vérité, je vous invite à vous joindre parce que c'est ridiculement pas cher. Donc, suivre le lien. Et puis, je vais aussi vous parler de la formation de Paul Simard dans lequel on a glissé un mot à travers le podcast. Vous avez un code de 30% de rabais avec le code Liberté30 qui vous offre 30% de rabais sur la formation qui s'appelle Pré-thérapie. C'est comme la base de la psychologie humaine qui se retrouve dans un seul programme que Paul a créé, dans lequel il traite de la relation qu'on a avec soi-même, qu'il soit développer une sécurité intérieure. Il parle d'épanouissement, de bonheur, de souffrance, de peu intérieur, que ce soit aussi avoir des relations saines et tout. Donc, moi, sincèrement, je recommande cette formation à tout le monde. Ça m'a apporté des déclics importants, qui ont eu un impact majeur, en fait, sur ma vie. Donc, je recommande vraiment à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. By the way, ça va me faire ultra plaisir. Et sur ce, je vous souhaite d'avoir du fun à nous écouter. Et merci à Goutti qui vous offre aussi un code de 10% de rabais avec le code Myriam. Si vous voulez les découvrir. Puis venez donc m'écrire, commentez donc. Commentez l'épisode, voir qu'est-ce que ça a créé en vous. J'adore vous lire. Merci de prendre le temps d'écouter. Merci de prendre le temps de me donner des feedbacks. J'apprécie énormément. Fait que, amusez-vous bien. Monsieur Paul Simard. Docteur Paul Simard, psychologue. Oui, c'est ça. C'est ça le titre. Je vais le dire comme ça. Docteur Paul Simard, psychologue. C'est comme ça? OK, je vais le retenir. Puis après ça, on peut dire Paul le reste du temps. OK, c'est bon. Paul, je voulais absolument qu'on fasse un épisode en solo parce que les gens ont vraiment beaucoup aimé le premier épisode qu'on a fait ensemble, dans lequel on parlait de bonheur, puis je pense que tu as donné une banque d'informations puis d'outils vraiment intéressantes. Aux gens, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires que les gens me disaient que je l'ai écouté 2-3 fois pour tout prendre des notes. Non, mais c'est parce que c'est vrai, peut-être que pour toi, c'est tellement inné, c'est tous tes trucs, mais même moi, je me souviens que quand on faisait l'épisode, j'étais comme, wow, attends, là, tu donnais tellement d'informations, puis j'essayais de tout me rentrer dans la tête, mais il a fallu que je le réécoute moi aussi parce que je trouvais tellement qu'il y avait des aspects pertinents, puis c'était important pour moi de tout intégrer. Puis là, quand je t'ai approchée, merci by the way de ton ouverture, je suis vraiment contente. Je savais pas quel sujet parler parce qu'il y en a trop! C'est vrai, ça, qu'il y en a beaucoup. J'ai comme anxiété, les traumas intergénérationnels. Fait qu'en tout cas, on en reparlera off-cam, mais moi, j'aimerais beaucoup que sur le Patreon, on fasse peut-être quelque chose ensemble par rapport à ça, parce que, tu sais, je trouve qu'il y a tellement de sujets intéressants qu'on peut couvrir, mais là, j'ai tombé sur une vidéo de toi qui était à la radio qui parlait d'insatisfaction amoureuse, dans le fond. Oui. Fait que là, je me suis dit, hey, on va-tu toucher à beaucoup de monde en parlant de ça? C'est sûr. Qu'est-ce que je disais? Ben là, écoute, pas mal les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, mais tu sais, il y avait... Moi, ce qui m'a marqué, c'est par rapport au sujet des attentes. Puis le manque de responsabilisation, peut-être, des gens, dans le sens que, tu sais, de vouloir
forcer l'autre personne à nous rendre heureuses. Ou tu sais, des fois, nos attentes sont un petit peu irréalistes ou pas, ou malsaines, là, dans le fond. Parfois, juste pas nommé. Ouais. Il me semble que c'est évident. Ben oui, c'est clair. Ah, mais ça, c'est mon chum. Moi, je dis tout. Moi, j'ai pas ce problème-là. Mais j'avoue que la communication, c'est sûr que ça doit être au cœur des fléaux, là. Fait que là, il y a plein de sujets qu'on veut parler. Moi, la peur de l'engagement, hein, ça me parle beaucoup ici. Fait qu'on va parler de ça. Puis j'ai déjà fait un épisode aussi sur les relations amoureuses qui n'était pas avec des experts, mais pour moi, c'est comme important de montrer le revers de la médaille, si je peux dire, parce que je trouve que particulièrement sur les réseaux sociaux, dans les films, tout est beaucoup romancé. Tu sais, c'est comme le couple goal qu'on appelle et tout. Fait que je trouvais ça important de parler. Puis je trouve qu'il y a beaucoup la glorification de l'amour toxique. Fait que là, je vais avoir ton avis d'expert sur la passion amoureuse, puis qu'est-ce qui nous attire versus qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé que ce qui m'attire, c'est pas ce que je veux sur du long terme, puis en tout cas, tout ça. Mais des fois, t'es pogné dans une dualité, puis c'est complexe, là. Puis, l'infidélité, je me suis noté l'amour inconditionnel, peut-être que j'aimerais avoir ton avis aussi par rapport à ça. Mm-hmm. La différence entre compromis, sacrifice, tu sais, des fois, je suis comme, la ligne est mince, on est-tu en train de se perdre dans la relation ou c'est normal, tu sais, c'est normal les compromis qu'on a à faire, tout ça. Je te proposerai une solution là-dessus, parce que je pense que les deux termes sont pas bons. OK, bon, ben tu vas pouvoir me le dire, c'est parfait. Puis, ton avis aussi sur le polyamour puis la non-monogamie, parce que, tu sais, je pense que c'est vraiment d'actualité, puis ça aussi, c'est mon sujet dada. J'adore. Fait que, on va couvrir tout ça. Je starterais en te demandant, c'est quoi les principales raisons, mettons, que les couples, justement, viennent te voir au niveau de l'insatisfaction, là, les principaux problèmes de couple? De manière générale, ce ne sera pas les mêmes raisons de consultation si, dans un couple hétérosexuel, la demande est faite par madame ou monsieur. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même des grandes tendances. Bien que ça n'explique pas tout, il y a des tendances réelles qui sont observables. Donc, moi, bien souvent, ce que j'observe, c'est que lorsque la demande va venir de madame, on va voir apparaître des problèmes de communication qui sont mis de l'avant. Mais quand la demande de couple vient de la part de monsieur, c'est souvent pour sauver le couple, parce que in extremis, là, soit ils ont rompu, mais ils veulent peut-être se donner une autre chance, ou sauver le couple in extremis. Donc, c'est pas du tout les mêmes raisons de consultation. Sauver le couple. Ça veut dire que les femmes sont un petit peu plus proactives, les hommes sont plus passifs dans la relation. On pourrait dire ça d'une certaine manière, oui. Ils ne perçoivent pas l'urgence de la même manière. Je ne vais pas cultiver les préjugés, là, mais en tout cas, ça, moi, c'est une opinion personnelle de ce que j'ai observé. J'ai l'impression que les femmes sont beaucoup proactives dans vouloir justement travailler sur le couple, amener les discussions. Parce que des fois, j'ai l'impression que l'homme est un petit peu plus dans une position passive à ce niveau-là, ou je sais pas. Moi, j'aurais dit plutôt que les femmes ont tendance à être beaucoup plus expressives de leurs besoins, de leurs insatisfactions. Puis les hommes ont tendance à être davantage dans l'action ou sur le pilote automatique. Donc, c'est pas tant qu'ils s'en foutent, c'est plus qu'ils sont occupés avec autre chose qu'ils considèrent important, plus que la relation. OK. Puis les femmes auraient une facilité peut-être à se montrer plus vulnérables. Je suis pas d'accord. Non? OK. Non, je pense que ça, c'est pas une question de genre, la vulnérabilité. Parce qu'il y a des gens qui vont pas juste être vulnérables dans leurs émotions, ils vont aussi attaquer le partenaire. Donc ça, même s'ils s'expriment, ils ne sont pas vraiment en train de communiquer efficacement. Je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça que... Non, c'est ça. On peut beaucoup parler, puis c'est pas du tout bienveillant ou pertinent ou constructif. Là. Donc, c'est les deux grandes portes d'entrée, je vous dirais, que les gens me demandent lorsqu'ils viennent consulter. Mais ça tourne parfois aussi autour de... On voudrait savoir si on doit rester ensemble ou se séparer, parce que nous deux, on ne le sait pas, ni un ni l'autre. C'est intéressant, ça. J'ai également des couples qui disent, là, on vient de commencer notre relation, mais on voudrait bien s'enligner pour la suite de notre relation. Là. Avant de déménager ensemble, avant de s'engager, on peut-tu s'assurer qu'on est compatible ou qu'on va être viable ensemble? C'est quoi les pièges? Ils sont proactifs avant d'être au stade où ça va pas, vraiment pas bien. Oui. Oui, mais ça, je pense qu'on va voir ça de plus en plus. Tu sais, des gens qui, justement, ce n'est pas parce que ça ne va pas bien, mais c'est parce qu'ils veulent
évoluer, ils veulent, tu sais, gagner peut-être en outils là, internes pour, c'est ça, être mieux dans le couple, finalement. Là. C'est un peu comme être bien avec soi, développer une relation saine avec soi, c'est déjà complexe. Gros défi. C'est ça, imagine avec une autre personne. Moi, je serais tellement ouverte là, à consulter à ce niveau-là. Là. Puis je pense que de plus en plus, il y en a autour de moi qui le font. Puis c'est ça, c'est pas, ils attendent pas d'être sur le bord de la porte là, pour le faire. Appelle ton chum, peut-être on fera les techniques. Ouais, mais j'aimerais ça. Il y avait le sujet des attentes. Ouais. Parce que, c'est ça, tu sais, moi, j'ai l'impression que, tu sais, si on a une insatisfaction, c'est parce qu'on a des attentes par rapport à notre partenaire. On voudrait qu'il soit plus comme ça ou on s'attend à ce qu'il fasse ça. C'est quoi des attentes normales à avoir ou, je sais pas si normal est le bon mot, là, mais saines versus malsaines, mettons, genre dans une relation? Je dirais que les attentes saines, ce sont celles qui font l'objet d'un consensus. Mettons, on s'est dit ensemble qu'on allait dans telle direction. Donc, si finalement on s'est entendu puis que l'autre va dans une autre direction, c'est normal que mes attentes soient déçues. On s'est entendu. Mais la majorité des gens ne feront pas l'effort, on va dire, de s'asseoir et de dire, OK, est où la ligne? Par où qu'on s'en va? Ils prennent pour acquis que, on s'aime, donc ça devrait bien aller. Ils font pas vraiment de projet social. Moi, c'est ce que j'appelle la tyrannie du feeling. Okay. Les gens, ils se matchent ensemble parce qu'ils sont fortement attirés l'un par l'autre, mais ils prennent pas le temps de réfléchir sur, mais par où on s'en va dans cette relation-là? On verra plus tard, là, je ressens le feeling. Ça fait que ça serait important de se réserver des moments dans le couple pour s'asseoir puis de discuter des attentes de chacune des personnes, finalement. Des attentes de... par exemple, je sais pas, là, peu importe le contexte, il faudrait que ça soit nommé et que l'autre personne accepte d'une certaine façon de collaborer. Il y a quelques décennies, le couple, c'était pas seulement défini par le fait que je me sens amoureux de l'autre personne. C'était pas juste un feeling intérieur. Le couple, c'était une unité sociale il y a quelques décennies. Les gens, ils savaient que quand ils allaient se marier, ça venait avec l'idée de on fonde une famille, on bâtit quelque chose, puis on reste ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Mais dès qu'on a un peu enlevé ces contraintes-là d'obligation, c'est devenu davantage un mix relationnel basé sur le feeling. Donc, c'est plus vraiment des mariages aujourd'hui que les gens font. Non, c'est plus une unité sociale viable. Ah! Ça serait quoi les critères sur lesquels, justement, ça fait en sorte que la relation est viable? Parce que tu me dis, il y a des gens qui viennent te voir, puis ils sont comme, on le sait pas s'il faut qu'on reste ensemble. Donc, ils s'attendent à ce que tu poses des questions pour qu'eux puissent déterminer est-ce que j'ai envie de... c'est sûr que moi, je ne dois pas leur donner une réponse toute préfaite, sinon ça serait une formation, ce ne serait pas une thérapie. Mais par contre, je vais les amener à se questionner dans la trajectoire des connaissances que j'ai sur le sujet. Okay. Puis il y a notamment une super étude scientifique là-dessus qui a été publiée l'année dernière, qui a été faite auprès de 9000 dyades de gens dans une tribu africaine où ils ont le droit d'être polygames ou monogames. Donc, ils ont vraiment fait une recherche approfondie sur qu'est-ce qui vous attire chez les autres personnes. Donc, il y avait une photo de tout le monde de la tribu. Puis ils demandaient, as-tu couché avec? Est-ce que tu aimerais coucher avec? Combien de temps tu as été avec la personne? Puis avec tout ça, ils ont sorti les statistiques que ce qui est viable dans une relation de couple, c'est la similitude. OK. Fait que c'est pas vrai que les contraires s'attirent dans ce moment-là? Ben oui, ça attire. C'est vrai. Ils s'attirent fortement, les contraires. Mais d'une certaine manière, c'est la viabilité à long terme, c'est surtout les similitudes. Mais c'est deux constats dans l'étude scientifique en question. C'est que c'est viable à deux, mais tout le monde veut baiser les plus beaux. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a une pression pour aller chercher la plus belle personne ou la personne qui porte les standards physiques macro-sexuels, typiques mâles ou typiques femelles. Donc, tout le monde veut les baiser, ceux-là. Mais par contre, étant donné qu'il y a une pression de sélection, peut-être va falloir surperformer, de toujours être dans la suradaptation pour l'avoir. Puis moindrement que la personne prenne une pause, là, il y a plein d'autres personnes autour qui écrivent à la personne ou qui la sollicitent aussi. Puis là, c'est pour ça que la similitude, tant au niveau de l'apparence physique que du statut socio-économique, que l'âge, que la localisation où on va se trouver, ça tend à générer un certain sentiment de familiarité qui apaise beaucoup d'angoisse au quotidien. Donc, ça serait bien qu'il y ait ça comme méthode de sélection du partenaire. Non pas juste le gros feeling, mais en quoi on se ressemble.
Wow. Mais c'est pas tant attirant, par contre, au début, sur quelqu'un c'est tellement intéressant parce que c'est sûr que on va en parler de justement qu'est-ce qui nous attire. Puis moi, écoute, c'est ça. Qu'est-ce qui nous attire et versus qu'est-ce qu'on a réellement besoin ou qu'est-ce qu'on... C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Ben, là, tu le nommes, tu sais. Moi, ce qui m'attire, ben, oui, l'aspect physique, mais ouais, clairement. C'est plus beau, je vais l'avouer, Chris, hein, on va le dire. Là. L'aspect physique, c'est sûr, mais c'est aussi on dirait que c'est comme l'aspect du toxique un peu. Là. Tu sais, la personne qui va me créer un sentiment de de désir, finalement, puis une pulsion. Puis là, oui, ça va me créer une passion versus... Tu sais, avec mon chum, ça n'a pas été du tout un coup de foudre, ça n'a pas été l'attirance physique immédiate, mais on est en train de construire quelque chose qui est une relation qui est sécurisante, puis que c'est ça dans lequel je peux me déposer, dans lequel on évolue ensemble, puis que je trouve magnifique, mais ça ne m'a pas amené les papillons, puis tout ce que j'étais habituée avant, que moi, j'ai beaucoup cultivé ça. Puis parfois, ça joue moins sur le désir aussi, parce que la sécurité émotionnelle, c'est apaisant. On va juste prendre l'exemple des coussins. Quand on met plein de coussins, là, on est confortable, peut-être pas envie de se mobiliser pour on ferait-tu l'amour? Beaucoup de confort peut éteindre le désir. Ouais. Mais par contre, un désir qui est basé sous le manque, sous l'effort d'aller séduire le plus possible, ben c'est pas forcément calme, c'est très brûlant, mais c'est très vif. Puis là, on confond ça avec de l'amour. Mais en réalité, c'est de la passion. Passion qui veut dire souffrir, hein, en grec. Ouais. Fait que ça fait mal. C'est ça. J'ai mal parce que l'autre me manque, puis en même temps, j'ai mal parce que j'ai le goût d'y manger à la face autant que j'ai le goût de l'exploiter. Donc, mais cette tempête-là, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à traverser par nous-mêmes. Personne ne peut nous l'expliquer intellectuellement. Mais c'est ça, on est comme coincé un petit peu dans une dualité de je veux une relation sécurisante dans laquelle justement je développe quelque chose, j'ai un partenaire qui est là pour moi, qu'on s'écoute, on évolue ensemble, on a des projets, mais il y a toujours l'aspect du justement, l'aspect de, comme tu mentionnes, moi c'est carrément ma situation, dans l'aspect de sécurité qui fait en sorte que justement la pulsion de désir ou plus de la passion, l'excitement, le petit feeling, le petit dopamine, là, l'étincelle est un peu moins présente. Fait que là, vient un moment où t'es comme, ben c'est-tu normal ça? Est-ce que là, je manque de ces petits feelings-là que j'avais, mais en même temps, je ne vais pas échanger ma relation dans laquelle, je suis en train de développer puis qui m'apporte beaucoup plus que l'autre personne, que ce serait juste, la genre de flamèche. Mais c'est comme, il y a un choix à faire quelque part, dans le sens. C'est de voir personnellement où de quel chemin je veux aller, finalement. C'est ça. Il y a un choix à faire, puis moi, j'aime bien dire qu'on va le faire, ce choix-là, quand on va avoir testé jusqu'au bout les enjeux de l'amour passionnel. Parce que c'est tellement fort à l'intérieur de nous que même si quelqu'un nous dirait « Mais voyons, c'est pas un bon petit gars pour toi, là, laisse faire ça, là, choisis un autre. » On va dire « Non, je l'aime. » Ça nous aveugle tellement que ça sonne vrai. C'est vrai, je le ressens. Mais c'est peut-être pas vrai que c'est viable à long terme. Donc, il faut se péter la gueule, on pourrait dire, une couple de fois avant de réaliser que l'amour passionnel, c'est pas vraiment un amour sécuritaire et profond. Puis là-dessus, il y a 3 critères. Hein. OK. L'amour passionnel, on peut le décrire dans certains modèles comme étant marqué par de l'idéalisation, de la fusion et du coup de foudre. Donc, l'idéalisation, c'est le meilleur. Ben oui. Wow! Piédestal. J'ai pas tendance à faire ça. Il y a beaucoup de femmes, je trouve, qui font ça. Fusion, ça c'est dès que je commence à fréquenter la personne, je veux tout de suite être avec tout le temps, puis je veux, c'est comme un blender. On mélange plus de chicane, un petit jus égal, mais 2 morts. Puis ça te fait sentir vivante, tu vibres et tout, mais comme tu dis, c'est que c'est des émotions mais en même temps toxiques. C'est ça, c'est un mélange de... Puis c'est le coup de foudre, avec ça aussi, c'est le 3e critère. Oui, c'est ça. C'est rare les gens qui survivent à se faire foudroyer. D'habitude, ça tue la personne. Ouais. Fait que ça, c'est un peu un mythe dans le sens de vouloir absolument vivre ça, là, ce coup de foudre-là. C'est une mauvaise idée de rechercher ça. Moi, je veux tout. Je veux la relation sécurisante, mais je veux le coup de foudre, je veux la passion. C'est parce que les gens, ils voient juste le beau côté. C'est comme une personne qui se saoule un soir, elle vit un gros party, elle trouve ça le fun. Mais c'est comme ça, elle ne fait pas le lien avec le fait que demain matin, je me sens très mal.
Puis si on fait pas le lien, puis on veut toujours avoir le bon côté, puis qu'on est en maudit contre le lendemain de veille, bien, on n'est pas en train d'unir l'expérience que c'est la même maudite affaire dans le temps. Là. Tu vas te sentir aussi mal demain que tu as eu beaucoup de fun hier. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut vivre une vie plate. Mais à un moment donné, avec l'expérience et la sagesse, on va choisir le range dans lequel on veut une relation. Tellement. Y a-tu moyen dans une relation qui est sécurisante puis apaisante, c'est ça, de quand même cultiver une certaine là, je veux dire passion, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, une stimulation. Tu sais, comme moi, mettons, avec mon chum, je la trouve ailleurs. Tu sais, c'est pas nécessairement, justement, la passion physique. Tu sais, je veux donc tout y arracher ses vêtements, mais il me stimule. Moi, j'ai transformé le mot passion par stimulation, que j'ai besoin de vibrer quand même dans mon relatif, de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, ça me crée des émotions. Puis pour moi, ça a été ça, mais je suis curieuse de t'entendre par rapport à ça. Je pense que le maître mot là-dedans, ça va être la réciprocité. C'est que es-tu capable, dans la relation sécuritaire, de toi aussi réciproquer le sentiment de sécurité? Puis si la réponse est oui, ça veut dire que tu ne seras pas dans une dynamique de « je veux que quelqu'un me rassure, puis moi, j'y redonne rien. Je prends pour acquis qu'il faudrait que l'autre me rassure. » Ça serait déséquilibré dans une relation. Ouais. Mais si on est capable de le réciproquer, de se renvoyer la balle, on peut aller très profond à la fois dans la sécurité de l'exploration et à la fois d'en faire toutes sortes de tests, là. Mais c'est le maître mot, c'est la réciprocité. OK, c'est intéressant. Il faut se renvoyer la balle. Ouais. Puis ça rebondit-tu ou ça rebondit pas? C'est là qu'on sort des jeux de pouvoir là, qui nous emprisonnent. OK. Bon. Fait que là, la passion amoureuse, parce qu'il y en a qui, un peu comme moi, là, qui disent, tu sais, je veux tout. Oui. Je pense que c'est possible d'être avec quelqu'un que je veux tout y arracher ses vêtements puis d'être dans la passion, mais en même temps, c'est sain. C'est-tu comme un petit peu idéalisé, ça? Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'idéalisation. Puis il faut l'essayer pour savoir que ça marche pas pantoute. C'est comme se saouler la gueule puis de penser que je vais me sentir bien demain. Ça va ensemble. Un jour, on intègre les expériences puis on est capable de le voir que, là, c'est très fort en dedans de moi, cette idéalisation de l'autre personne. Donc, même si j'y allais, je le sais que ça va regoûter encore une fois la catastrophe du lendemain de veille à l'intérieur de moi. Ça prend de l'expérience personnelle pour l'intégrer. Moi, je l'ai vécu aussi. Là. J'ai déjà vécu des amours passionnels très, très, très intenses. Là. J'ai beaucoup souffert aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'un jour, on est capable de prendre un recul là-dessus. Mais il faut l'expérimenter. Il faut vraiment arriver à un bout où on va se dire... OK, c'est pas vrai, finalement, que ça permet de rendre une personne heureuse, l'intensité de la passion. Mais on voudrait, par exemple, être heureux dans ce type de relation-là. À cause de la tyrannie du feeling. C'est quoi ça? C'est ça, c'est parce que ça semble tellement vrai en dedans de moi quand c'est là, le wow, que ça nous aveugle. OK. On se met un petit peu à nous-mêmes là-dedans, dans le sens. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup d'éducation psychologique pour comprendre le rôle des émotions. Quand ça nous envahit comme ça, là, ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne. Ça veut dire, souviens-toi que ce genre de choses-là, on veut l'avoir. Hein? Souviens-toi que ça, on le veut. Puis là, la personne est convaincue que donc c'est la bonne. La bonne? Ouais. Puis là, on invente toutes sortes de formes d'amour qui nous créent des illusions. Mais, tu sais, on veut pas être dans une relation plate non plus. Puis des fois, je pense que c'est ça... Comment dire, qu'on se compare, on se met une pression, puis là, tu sais, bon, moi, avec mon passé que j'ai accumulé, tu sais, des partenaires, c'est tout le temps la poussière de dopamine, là, tomber dans une relation sécurisante, à un moment donné, c'est comme, j'ai fait un petit peu de l'auto-sabotage parce que je me disais, c'était stable. Ouais. C'est moi qui étais habituée de vivre des montagnes russes, puis ça devient bizarre, même. Je grievais ça se peut-tu, tu sais, c'est dans le sens que, c'est ça, tu sais, fait qu'on... On veut pas non plus quelque chose de plate. Il y a quand même moyen, j'imagine, de rendre ça plus, pas agréable, mais je veux dire, dynamique, là, donner du piquant là, un peu dans une relation. Olé. Ouais. C'est là qu'on se tourne vers le couple ouvert. Si le couple va bien, ça se peut que ce soit une des options que le couple envisage. Mais il ne faudrait pas le voir comme étant une recommandation systématique. Là, non. C'est pas pour tout le monde. Ça joue avec tellement d'enjeux sur la stabilité affective, sur les espoirs, sur la santé. C'est tellement imprévisible ce qu'on va ressentir aussi lorsqu'on fait des ouvertures que faut savoir que ce genre de pratique-là comporte également des risques. C'est pas seulement le fun. Mais oui, si le couple va déjà bien, ben là, peut-être qu'ils sont suffisamment solides pour s'engager ensemble
dans une nouvelle pratique. T'as-tu l'impression que c'est en augmentation? Ça? Je sais pas si tu as des clients qui... Oui, bien sûr. Bien, étant donné que je fais des commentaires là-dessus à la radio parfois, puis que je suis ami avec une personne qui est dans le domaine, bien, j'ai été intégré dans cette communauté-là, on pourrait dire par la bande. Puis vu que dans la communauté des libertins ou des couples ouverts ou des polyamoureux, parce que ce sont tous des termes distincts, bien, vu qu'ils savent qu'il y a un psychologue qui connaît ce genre de sujet-là, ben, ils disent OK, on n'aura pas besoin d'expliquer au psychologue que ça fait partie de notre réalité normale. À partir de là, on ouvre sur cet aspect culturel-là. Puis on peut voir quel impact ça a. Fait que toi, sans dire aux gens d'aller là, mais les gens qui auraient une ouverture, tu considères que le couple doit être solide au départ avant de... Quand on parle de solidité du couple, on parle de quoi? On parle au niveau de la confiance, la communication? Oui. Moi, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une blessure ouverte hémorragique. Il ne faudrait pas non plus que ça soit une vengeance. Il ne faudrait pas que ça soit prisonnier dans un jeu de pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui vont consentir à aller vers le couple ouvert, mais ils donnent leur consentement parce qu'ils ont peur que s'ils ne le donnent pas, l'autre va y aller quand même, puis ils vont perdre l'autre. Mais dans ce cas-là, même s'ils ont consenti, ils ne sont pas vraiment libres dans leur consentement parce qu'il y a une conséquence s'ils ne donnent pas le consentement. Non, c'est ça. Il faut vraiment que ce soit pour toi que tu le fais. Là. C'est ça. Ça va demander beaucoup de travail ou de discussion sur son où les limites. Puis pour aider les gens là-dessus, moi, je pense qu'il faudrait s'inspirer de cultures conjugales qui ont déjà intégré des balises avec beaucoup de limites, notamment via les communautés BDSM. OK. Parce qu'eux, ils ont les BDSM avec les jeux de pouvoir. Ils font comme s'entendre sur c'est qui va dominer, c'est qui va soumettre, jusqu'à quel point. Mot de sécurité pour sortir du jeu. Donc, toutes ces communautés-là ont déjà implémenté toutes sortes de règles qui peuvent inspirer. Je ne vous dis pas de faire du BDSM, là, je ne suis pas en train de vous dire faites ça. Là. Je veux dire, inspirez-vous de des communautés qui ont déjà réfléchi sur ces choses-là pour structurer vos échanges. Puis là, ça va créer encore plus de sécurité. Oui, d'avoir un cadre, d'avoir des règles claires, des limites avant de se lancer, parce que sinon, ça peut être... Chacune des règles que vous allez convenir ensemble, ça va être comme un peu un lampadaire de sécurité. Puis si vous allumez toutes les lampadaires de sécurité, vous allez pouvoir jouer dans le stade en pleine nuit, comme si c'était en plein jour. Ça va être sécuritaire. Oh, ouais. Donc, ce serait ça la condition préalable. Puis, mettons là que on est tenté vers le couple ouvert parce qu'on a l'impression d'avoir un manque dans la relation. Ça commence à être un petit peu risqué. OK. Parce que mais c'est-tu normal d'avoir un sentiment de manque? Est-ce que un couple optimal, c'est... je n'ai aucun manque, il répond à tous mes critères? Non, c'est normal de ressentir du désir. Oui, OK. Et là-dessus, j'aimerais faire la différence entre le manque et le besoin. Donc, un besoin, c'est sain. Donc, quand on a besoin, c'est que ça me remplit de quelque chose. Je suis responsable d'aller vers ce qui va me faire du bien. J'ai un besoin de spontanéité avec un nouveau partenaire. Exemple. Bon. Alors que le manque, ça serait, il faut que quelqu'un me donne une dose. C'est pas mais le même geste, là, quelqu'un qui se lève, qui va vers un nouveau partenaire, ça peut être animé par le besoin, je suis responsable, je vais vers m'occuper de mon besoin, ou le manque, c'est il faut que l'autre me remplisse de quelque chose, sinon je me sens pas bien. Donc, c'est le même comportement, mais pas le même pilote. Ouais. Mais c'était quoi ta question? J'ai échappé. Je disais que si on est tenté d'aller dans un couple ouvert justement, on a l'impression d'avoir un manque. Mais c'est peut-être le mauvais mot, là. C'est plus d'avoir un besoin que notre partenaire ne peut pas combler, mettons. C'est sûr que le partenaire, il n'est pas là pour vous rendre heureux. Puis de voir le partenaire comme étant la source de mon bonheur, c'est un peu comme mettre à l'extérieur de soi le centre de sa vie. Donc, imagine un cercle dont le centre du cercle serait à l'extérieur de lui-même. On l'explose. C'est un petit peu la même chose. Ça n'existe pas, ça. Puis là, de croire à ça, ça ferait en sorte que la personne va aller vers un partenaire pour essayer de se faire enfin combler de quelque chose. Puis là, rapidement... c'est plus aussi satisfaisant que c'était. Fait que là, on répète ça avec un autre. Peut-être que c'était pas la bonne personne. Peut-être que c'était pas la bonne... non, ça, celle-là non plus, c'était pas la bonne personne. Puis moi, je dis aux gens en consultation que la bonne personne n'est pas à l'extérieur de vous. Non, c'est ça. Elle est à l'intérieur. À l'extérieur, il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes, mais la bonne, c'est vous-même. Donc, mais ça, c'est invisible, entretenir une relation à soi-même.
Ouais. Faut se responsabiliser par rapport à ça. Par rapport à nos besoins, c'est exemple, là, justement, je suis dans une relation monogame, j'ai un besoin qui serait pas nécessairement répondu. Là, je propose à mon chum, exemple, d'être en couple ouvert, lui n'accepte pas. Est-ce que c'est possible de rester dans cette relation-là et d'avoir un besoin qui est non répondu ou on doit idéalement répondre à tous ses besoins? Non. Vous pouvez rester dans la relation. OK. On n'est pas obligé de réaliser tous ses fantasmes. Ouais. On n'est pas obligé d'atteindre tous nos objectifs. On n'est pas obligé de tout faire dans la vie. Parce que des fois, besoin et désir... J'aimerais amener la nuance là-dessus sur savoir renoncer. Parce qu'un vrai choix, là, c'est savoir prendre. Donc oui, je prends action, je veux aller avec un nouveau partenaire, je prends action. Mais il faudrait aussi avoir la possibilité de savoir renoncer. Dire, bon, si je prends celui-là, je vais renoncer à l'autre-là. Un peu comme à la pharmacie. Il y a des petits paniers. Les produits, ça se ressemble. Si je prends lui, il faut que je renonce à lui. Fait que là, c'est un vrai choix santé. C'est comme ça. Il faut savoir renoncer. Ouais. Mais si on va dans les magasins grande surface, là, ils mettent les paniers le plus grand possible pour pas que tu aies besoin de renoncer. Chute de prix, 10 pour le prix d'un. Ah ouais, il remplit le panier. Ça, c'est... C'est un peu comme des expériences sexuelles à répétition ou des multiplier les partenaires. Oui, ça peut donner une impression de remplir un vide. Puis, hey, j'en ai vécu des choses dans ma vie avec mes 100 000 partenaires. Mais en réalité, est-ce que c'était en accord avec ton vrai besoin d'équilibre? Ou c'était juste du remplissage? On a beaucoup de difficultés à renoncer, je pense. Parle pour toi. Là. non, mais dans notre société, tu remarques pas... C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ben, je sais pas si c'est dans la culture de sky the limit, ou on peut tout avoir, ou je sais pas, ou on n'est pas dans le... Ben, culture de l'idéalisation, je pense que c'est ça. Ouais. D'avoir des modèles Instagram ou sur les réseaux sociaux de corps parfait, de beauté, de vie, de soyez millionnaire la semaine prochaine avec mon nouveau produit. C'est le monde de l'instantanéité, de la beauté et le culte de la jeunesse infinie. Oui, la comparaison aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que là, maintenant, tu as accès à voir plein de couples. Fait que là, tu vois certains couples qui ont des forces. Tu es comme, mais là, moi, j'ai pas ça, c'est-tu normal? Donc, c'est ça, oui. Ben, là-dessus, là, le plus grand facteur de protection, là, ça serait de parler de cette insatisfaction-là avec votre partenaire. Parce même si ça peut être des discussions qui sont difficiles. Oui. Parce qu'il y a des gens, là, ce qu'ils font, c'est quand ils vivent cette insatisfaction-là, ils en parlent à tout le monde, sauf leur partenaire. Ils vont écrire sur Facebook, mettons un post en disant « Là, mon conjoint, encore une fois, il a oublié ma fête, puis tout ça. Ah, mais là, c'est pas en train de prendre soin de votre relation pantoute. Vous faites une attaque publique de votre relation. Yes, Seigneur. Ou dans les parties de famille, de dire une chose. En tout cas, il a encore mal fait telle affaire. Ah, humiliation publique, encore une fois. Ça prend pas soin du lien. Non, c'est ça. C'est d'adresser à la bonne personne, finalement. C'est ça qui est important. Mais on peut pas y aller sur ce bon sujet-là si on va pas d'abord à l'intérieur de soi. Parce que pour se connecter à l'autre, il faut d'abord qu'il y ait un bout du fil qui soit connecté ici. Donc, c'est important d'avoir des introspections, à savoir qu'est-ce que je recherche d'une relation puis d'un partenaire, finalement, avant toute chose. Oui, puis on ne peut pas le savoir avant de l'avoir essayé. Puis en plus, nos besoins et nos désirs changent en cours de route. Ah, c'est mêlant. C'est complexe, hein? Ça veut dire qu'il faut expérimenter, c'est comme ça qu'on apprend, puis ces besoins-là, ces désirs-là sont en évolution tout le temps. Il faut expérimenter, mais il faut également avoir des bons modèles. Est-ce que vos modèles, c'est des modèles sains de relation? Parce que si vous avez autour de vous que des gens qui s'explosent dans l'extase et l'intensité, si vous ne suivez comme modèle sur les réseaux sociaux que des gens qui enchaînent les relations ou de l'instabilité ou de la recherche d'adrénaline ou l'intensité, c'est sûr que vous allez être tenté de vous aussi vous modeler à ce genre de normes. Mais si vous avez autour de vous des gens qui sont dans une relation stable, qui savent s'obstiner tout en se respectant, qui savent également perdurer dans le temps à travers les conflits, qui sont capables d'attaquer les arguments de l'autre personne, mais pas forcément attaquer la relation. C'est intéressant, ça. C'est beaucoup plus viable. D'avoir des modèles. C'est ça parce que, comme tu dis, là, si je continue à sortir tout le temps avec mes chums de filles ou que là, j'ai vois, c'est ça, cultiver des petites passions, là, man, tu peux être plus Mais tenté. quel message que tu envoies à ton partenaire? C'est « je veux me rendre disponible pour les autres ». Non, moi, je veux juste avoir du fun. Ben oui, mais quand tu vas te rendre dans un lieu de plaisir et de disponibilité, c'est sûr que ça ouvre à l'opportunité de se faire voir, flirter. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut contrôler les hommes et les femmes pour éviter les contacts, parce que moi, je crois à l'amitié homme-femme. Mais
quelle est la démarche que je suis en train de mettre en place? Est-ce que ça protège ma relation ou ça l'attaque la relation? C'est bon, ça. Puis parfois, il y a des gens qui sont dans une étape de leur vie où c'est pas important la stabilité de leur relation. Puis c'est correct aussi, dans le sens. C'est ça, c'est la liberté de choix. Je ne suis pas en train d'appliquer un jugement moral sur si c'est bon ou pas bon. Je suis en train de décrire le phénomène. Oui, c'est ça. Il y a des époques de la vie où ce que les gens veulent, c'est d'avoir le plus grand nombre de partenaires sexuels possible. Mm-hmm. Mais ce n'est pas sans conséquence. Ce serait quoi, justement, si on va là-dedans? Bien, ça a comme conséquence notamment le fait d'ouvrir quelque chose qui est fragile, précieux et intime. On l'ouvre à beaucoup de gens. Fait que c'est comme si on ouvre notre intimité sur la place publique, ça fait comme un petit peu... c'est comme la même mécanique que l'utilisation de la pornographie. On va chercher un haut niveau de stimulation, puis après ça, la personne, elle est moins réceptive à une stimulation sexuelle standard, on va dire. Bon, ben c'est la même chose avec la multiplication des partenaires. C'est que plus que je vais explorer, plus que je vais trouver ça normal de partager mon intimité avec plein de gens. Mais là, t'as peur, là, c'est fragile, l'intimité. C'est sensible. On n'ouvre pas ça à tout le monde. Puis plus qu'on développe l'habileté à l'ouvrir, puis je dis habileté parce qu'il y a des gens qui sont très habiles à faire ça. Je pense qu'à chaque fois, ça va avoir un petit impact qui peut contribuer à long terme là, à maganer la capacité d'intimité de la personne. Wow, OK. Ça deviendrait plus difficile de créer un climat d'intimité? Oui, je pense que oui. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec la stimulation de la pornographie versus la sexualité vanilla standard. C'est que quand on va vers beaucoup de plaisir, ce n'est pas sans conséquence. Donc, je ne suis pas en train de vous dire d'être plate. C'est une option, vous pouvez, mais il faut savoir les conséquences. Exact, ce n'est pas sans conséquence. Puis là, après ça, quand la personne n'a plus ce haut niveau de stimulation-là qu'elle s'est entraînée à avoir, elle trouve ça plate, elle ressent le manque. Ça, c'est moi. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on ressent le manque? On retourne vers le comportement pour aller chercher une dose encore plus grande. Je me gère après 3 ans. Non, mais honnêtement, là, je suis pas... bref. Je suis pas là à me griffer, là, ça se passe très bien. Mais en début de relation particulièrement, ça a été difficile. Puis ça l'est encore parfois, dans le sens que ça me... Tu sais, je suis une personne émotive, je suis une personne dépendante, dans le sens que, c'est ça, j'ai tout ce que tu décrivais tantôt, là, le high de dopamine. Fait que c'est ça, il y a des moments que je suis comme, il me semble que j'irais le retrouver, mais je le sais. Maintenant, je suis capable de me déposer là-dedans, puis de comprendre, puis de savoir les conséquences, puis de... C'est ça. Mais ça serait une expérience formidable. Hey, t'imagines-tu comment ça se ferait? Ah, enfin, là! Puis ça durerait quelques secondes, puis là, t'aurais appris à ton cerveau que, tu vois ce genre de roche-là d'intensité? Bon, ben OK, c'est possible. Donc, le cerveau, lui, va te dire, je vais te protéger pour te garder ton jugement et ton raisonnement. Je vais baisser ta sensibilité au plaisir maintenant. C'est le mécanisme qu'on appelle l'hyposensibilisation. Oui. Fait que là, le fait qu'on aurait eu plusieurs, exemple, partenaires sexuels ferait en sorte qu'on aurait peut-être plus de difficultés. Ce serait plus complexe pour nous de se satisfaire, entre parenthèses, d'une relation monogame par la suite ou de dealer avec les inconvénients. Ça pourrait être un des ponts, en effet, qu'on ferait. Parce que si on prend l'habitude, puis on banalise le partage de notre intimité, bien, ça crée comme une espèce de résistance, une tolérance à quelque chose. C'est comme banaliser un comportement. La banalisation sur la consommation de drogue, c'est bien connu. Donc, on voit qu'il y a des gens qui le banalisent tellement qu'ils vont même rentrer au travail complètement sous. Bon, bien, imaginez qu'on transpose ça maintenant à l'intimité, l'amour ou le sexe. Il y a des gens qui vont banaliser le partage de leur intimité, puis qui vont en faire l'exposition. Puis je suis pas en train de dire que c'est bon ou mal. Je suis en train de dire que ce n'est pas sans conséquence sur le plan psychologique et intime. C'est ça. C'est tout le rapport au manque ensuite qui va survenir. Parce que qui suis-je s'il n'y a pas quelqu'un pour combler ça? C'est le chemin de la dépendance. Mais ça revient un peu à ce qu'on parlait dans le dernier épisode par rapport au plaisir puis à la souffrance. Là. C'est comme quand on veut carburer à un plaisir, beaucoup de plaisir, il y a comme un peu le revers de la médaille en voulant dire qu'il faut tu deals avec les conséquences de la surcharge de plaisir, finalement. Un peu comme la bouffe, là, tu sais. Ah, beaucoup de plaisir! Ah, je me sens pas bien. Non, mais c'est un peu le concept des dépendances, là. Ben, c'est là qu'on voit qu'on est des animaux faits pour la survie à la base. On a plein de réflexes qui nous animent. Dans le sujet qu'on est en train de parler, le réflexe le plus notable, le plus majeur, je pense, c'est celui de l'observation-imitation.
Nos modèles de gens qu'on côtoie ou le contenu qu'on consomme va avoir un immense impact sur ce qu'on va considérer comme normal. Puis ensuite, là, la répétition du pattern, ce qu'on considère comme « wow », bien, c'est souvent une répétition de notre paradis perdu de l'enfance. Parce que quand on a été, mettons, négligé étant petit, bien, ça va toujours être attirant, ça, un partenaire qui tout d'un coup « Ah, il est mystérieux, il ne me répond pas au message, ça. » Bien, cette répétition-là, on n'est même pas capable d'être conscientisé clairement dans le fonctionnement quotidien. Il faut souvent aller en thérapie puis prendre le temps de consulter plusieurs rencontres pour refaire le chemin sur « OK, je suis attiré par ça parce que c'est une répétition de mes premiers apprentissages de comment ça marche les émotions. » Puis là, juste le fait de réactiver quelque chose qui ressemble à de la négligence que j'ai déjà vécue, ça provoque à l'intérieur de l'être humain une espèce de dose de satisfaction de « Ah oui, je connais ça, ça. » Fait que c'est comme une répétition familière qui me fait donc du bien, mais qui en réalité ne nous envoie pas dans la bonne direction. Wow, my God, OK. Ça part, ça, les patterns. Ben non, mais là, c'est ça, si je vais réécouter ce bout-là, là. Tu sais, c'est ça que même si à quelque part, ça c'est quelque chose qui nous a fait souffrir, on va avoir tendance à vouloir rechercher ça puis répéter ça parce que c'est familier puis c'est comme si ça nous sécurise un peu. La familiarité, c'est l'attrait psychologique et affectif. Là. Sur le plan affectif, c'est le plus fort parce que ça ressemble à de la sécurité. Mais c'est pas tout à fait de la sécurité parce que c'est familier, c'est mon trou de boîte préféré. Mais par contre, faudrait faire le pas suivant, de se sécuriser puis de faire des choix éclairés. Y a-t-il une notion de mérite aussi là-dedans? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait un manque d'estime de soi, mais moi, est-ce que je mérite vraiment une relation stable, sécuritaire? Tout ça, y a-t-il un petit peu de ça aussi? Bien, ça, le fait de se sentir méritant, ai-je droit ou pas, ça renvoie beaucoup au concept de l'attachement. Okay. Dans les styles d'attachement, qui peuvent être du plus sécure au plus désorganisé. Ouais, dans le milieu, là, ce qu'on appelle les styles insécures, il y a deux grandes visions. Est-ce que vous allez avoir une vision de vous-même de « moi, je ne suis pas vraiment correct, je ne suis pas méritante. » Mais les autres, oui, eux autres. Donc ça va être associé avec la crainte d'être abandonné puis le fait de vouloir s'attacher à l'autre personne le plus possible. On appelle ça un attachement ambivalent anxieux. Puis inversement, des gens qui vont avoir un attachement qui vont dire « moi, je me fais confiance, je suis confiant, j'ai le droit d'avoir tout ce que je veux. Les autres, par contre, là, c'est secondaire, ça, c'est pas vraiment important. » Donc ça, c'est ce qu'on appellerait, eux, des tendances à éviter l'intimité. Eux, ils trouvent ça correct, leur posture, mais la posture puis les besoins de l'autre, dérange-moi pas avec ça. Là. J'accepte, tant que ça va me faire du bien, je l'accepte. Donc, tu comprends que c'est deux sortes d'insécurité, dans lesquelles c'est pas bien ajusté dans les échanges. J'imagine qu'on doit chercher à avoir un style d'attachement, c'est quoi, pas mature? Sécure. Le plus développé, on pourrait dire, ça serait environ 50% de la population, selon les recherches, qui aurait style d'attachement sécure. Bon. Oui. Je m'aurais attendu à plus bas? Ouais. Ben, moi aussi, intuitivement. Mais selon la recherche, les données que moi j'ai. Il y en a peut-être qui ont menti dans l'autre questionnaire. Ça se peut. Il y aurait à peu près 18% de style d'attachement évitant de l'intimité, 17% de style ambivalent. Puis, ambivalent, c'est dans les deux? C'est celui qui doute de sa valeur. OK, c'est ça, t'as dit. Oui. Puis évitant, c'est celui qui doute de la valeur de l'autre. Ouais. Puis le plus désorganisé de tous, c'est celui qui doute à la fois de sa valeur personnelle et qui doute de l'autre. Donc, on appelle ça un attachement de style désorganisé, craintif. Il est tout le temps en train de... Il peut fonctionner très bien dans la vie de tous les jours, mais dès qu'il va rentrer en intimité avec quelqu'un, boum, ça ouvre la blessure de désorganisation, puis la personne peut faire toutes sortes de choses étranges. Puis, l'ancrage de ça, c'est à pas la naissance, mais je veux dire, la relation qu'on a avec nos parents, comment qu'eux nous ont démontré leur amour ou attachement. Oui, on pourrait dire que c'est comment on va stocker dans la petite enfance notre socialisation primaire. Donc, dans la socialisation primaire, avant, on pourrait dire que ça se termine là, quand on ne croit plus au Père Noël et à la Fée des Dents. Là. Mais avant ça, donc vers à peu près jusqu'à 5-6 ans, l'enfant, il introjecte à ce moment-là plusieurs affaires. Il va introjecter son identité. Qui suis-je? Donc, toi, si on te dit... T'es une bonne petite fille quand t'es tranquille. Bien là, t'enregistres que, OK, il faut que je sois une bonne petite fille, même si t'avais un tempérament expressif. Là.
Donc, l'introjection de l'identité, l'introjection du lien d'attachement avec les autres, puis l'introjection aussi des croyances normatives. Ça, c'est ce qu'on va croire comme étant normal. Ça, c'est tout avant... Avant 6 ans, là, on introjecte ça. Puis après ça, dans notre vie affective, émotionnelle, on va rejouer ce film-là constamment. Puis le moment où on va le rejouer plus fortement, c'est dans les relations passionnelles. Mais là, dans l'optique où ce qu'on aurait internalisé, là... ça serait pas de la merde, mais tu sais, bref. Ça nous aide à survivre. Parce que tu une meilleure preuve que ça aide à survivre que de refaire ce que j'ai fait hier. Regarde, je suis encore là. La biologie, elle réfléchit pas. Elle répète. Elle consolide. C'est pour ça que les gens ont des patterns. Ils ont tout le temps pogné dans les mêmes affaires. Pattern égale enjeu de survie. Mais à un moment donné, si tu veux sortir de ton pattern, il faut que... C'est quoi qu'il faut faire dans le sens? Il faut dépasser les enjeux de survie. Ça veut dire qu'il faut se sortir du monde du stress et du pilote automatique. J'adore. Puis pour faire ça, c'est le concept numéro 1, c'est apprendre à se sécuriser soi-même. Ah oui, j'ai vu ça dans ta formation, Paul. Non, mais c'est tellement intéressant. Parce que la majorité des gens vont s'attendre à ce que ce soit l'autre qui les sécurise. Y a-t-il une plus belle illustration que c'est une répétition de quand on était jeune? L'enfant qui pleure... Puis là, maman vient et elle rassure. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'aiment à l'âge adulte comme des enfants. Ils voudraient que ce soit l'autre qui les rassure, comme le bon parent les rassurait quand il était jeune. J'imagine que ça ne crée pas une dynamique extraordinaire, ça, là, d'être avec quelqu'un par dépendance à ce que lui nous apporte la sécurité. Ouais. Mais encore une fois, selon des recherches scientifiques, c'est vrai que les couples sécures ensemble, qui savent s'occuper d'eux-mêmes, puis qui font une alliance, ça donne quelque chose de très solide. Mais il y a aussi les alliances fonctionnelles, asymétriques, complémentaires qui peuvent exister. Donc, mettons qu'ils s'entendent, qu'il y en ait un qui domine puis que l'autre qui suit. Donc, ça, c'est clair. Puis les deux sont consentants là-dedans. Voilà, c'est la deuxième forme de configuration viable d'un couple, c'est d'être dans une asymétrie fonctionnelle où tout le monde est d'accord. Mais par contre... Puis des fois, ça peut changer. Ça peut sembler très injuste aux yeux de quelqu'un d'autre, là. On le voit parfois dans certaines personnes, figures publiques d'actualité, où il y en a un qui domine, puis l'autre suit. Les politiciens américains, je pense qu'ils l'illustrent bien des fois, parce qu'ils joignent beaucoup leurs partenaires dans les campagnes électorales. Puis là, on voit qu'il y en a un qui parle, puis l'autre qui suit, puis elle dit pas grand-chose. Mais ces alliances-là, c'est très rigide, par contre. Puis ça, c'est peut-être la deuxième clé qu'il faut apprendre dans le monde de la psychologie du couple. Là. Quand on a compris comment se sécuriser, la deuxième clé, c'est apprendre à flexibiliser les choses. C'est que plutôt qu'être comme ça, asymétrique, on va commencer à mettre du mouvement pour pouvoir se rencontrer de manière réciproque et équivalente. J'aime ça. Donc, on peut pas casser la rigidité, par contre. On peut apprendre à l'assouplir progressivement. C'est comme si on réchauffait un matériel qu'on va apprendre à plier sans trop mettre de tension parce qu'on ne veut pas le casser. Non, c'est ça. C'est comme quand tu fais la split, tout de quoi. C'est de la pratique. Là. On fait ça doucement, d'amener une flexibilité. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, c'est ça, je voulais un petit peu en parler de ça, les dynamiques, tu sais, dans le couple. Moi, quand j'ai commencé avec mon chum, j'étais au plus bas, tu sais, dans le sens où j'étais dans mon épuisement professionnel, pas d'estime de moi, c'est ça. Ça a créé une forme de dynamique que mon chum est devenu ma sécurité, finalement. Puis là, à un moment donné, ben là, j'ai comme réalisé ça. Puis là, j'étais pas bien avec ça parce que j'avais l'impression qu'on n'était pas égal, justement, que moi, j'y amenais pas la même... J'y amenais pas... En tout cas, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis je me sentais pas non plus empower dans cette relation-là. Ben non, c'est toi, t'étais pris en charge. Oui, exactement. Mais ça a fait mon affaire, comme tu dis, durant un certain temps. Puis lui, ça lui a fait son affaire aussi. Fait qu'on a comme accepté cette dynamique-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, un des deux était comme... Ben, en fait, les puis deux... un jour, ça a changé. C'est ça. Fait qu'on peut modifier ça. Fait ça, ce qui prédispose la viabilité du couple dans ce temps-là, c'est qu'il faut que les deux changent. Il ne faut pas qu'il y ait seulement une personne qui décide de se remonter. Moi, j'accepte. Je ne serai plus en dessous, je remonte. Si l'autre reste encore en haut, c'est pas viable. C'est comme deux trajectoires qui vont aller dans des chemins différents.
Mais Tu si vois. les deux changent, ça donne une chance à la relation. On a ajusté ça, mais ça, comme tu dis, ça demande de l'adaptation parce que, Oui. tu sais, lui se plaisait, à quelque part dans ce rôle-là, ça le valorisait. Ah oui, c'est Puis moi, valorisant. je me plaisais à différents niveaux. Fait que ça a été beaucoup d'adaptation pour comme retrouver une dynamique qui, justement, qui est plus sur Mais le même c'était pied peut-être un passage dans l'apprentissage de la maturité émotionnelle. Donc, c'était Ouais. un exemple d'alliance asymétrique, Ouais, fonctionnelle. ouais. Puis là, il y a une des deux personnes qui a voulu commencer un changement, puis l'autre a accepté le changement. Donc là, ça donne une chance d'aller vers un style sécure. Parce que Ouais. c'est en relation saine qu'on apprend à être bien, dans le fond. OK. On peut pas vraiment juste travailler par soi-même en étant célibataire, puis en disant, OK, là, quand je serai parfaitement bien, là, je m'ouvrirai vers un couple. Parce que si vous êtes célibataire, vos blessures affectives, vos blessures sont pas déclenchées. Exact. Donc, même si vous travaillez sur vous, vous êtes parfaitement bien, puis je le vois fréquemment en consultation, les gens rencontrent une nouvelle personne, puis là, poum, ils ont l'impression de retomber là où ils étaient avant tout ce travail-là. Ah, ouais. Ah, je comprends. Mais c'est parce qu'elle se réouvre à nouveau. Donc, une blessure relationnelle, c'est en relation saine que ça se répare. OK. Fait que c'est comme un mythe de dire qu'il faut que tu sois complet et mature à 100 genre avant de rentrer en relation. C'est correct Oui. d'évoluer ensemble, finalement. Exact. Mais c'est challengeant, dans le sens, ça Oui, fait ébranle ça le ne veut couple. pas dire que certaines personnes ne gagneraient pas à faire une petite réflexion avant de se clencher une autre relation. Ah oui, parce qu'il évidemment, y a oui. des gens qui vont peut-être entendre ça puis se dire, OK, donc dans le fond, moi, je ne serai jamais tout ça, je vais trouver une autre relation saine. Je comprends. Parce que si on traîne en soi nos blessures non réparées, puis qu'on Ouais. n'est aucunement responsable de nos gestes, bien, on fait juste transposer à l'extérieur de soi cette responsabilité-là. Donc, oui, il y a un bout de chemin à faire, mais on ne peut pas entièrement le faire seul. C'est ça. Donc, ça serait ça l'idée de la réciprocité aussi. Ouais. Un peu de travail sur soi, un peu de travail avec l'autre, un peu de travail sur soi, Ouais. un peu de travail avec l'autre. Ben puis on oui. construit quelque chose. D'avoir, ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Un équilibre entre du temps seul aussi, peut-être avoir Oui. des moments d'introspection. Mais si t'es tout le temps avec l'autre, C'est que t'essaies de l'inverse tout de le la temps fusion. régler tous tes petits problèmes avec l'autre, ça peut être lourd. Mais l'inverse de la fusion, c'est des projets communs. Mais qui dit projet commun dit aussi projet chacun de son bord. Les couples heureux, là, ils savent s'aimer proche, puis ils savent s'aimer loin. C'est ça, t'es pas obligé d'être fusionnel, Non, dans c'est le ça. sens de vouloir être dans ses shorts à journée longue, puis de comme. Des fois, on pourrait penser que c'est Oui. ça. Ben, je t'sais. vais peut-être expliquer les 3 contreparties aux critères de la passion amoureuse, OK. qui seraient plus saines un peu. Oui, oui, oui. Parce que si la passion est définie par l'idéalisation, la fusion et le coup de foudre, Oui. ben, la partie plus saine, ça serait... Oui. On est dans les facteurs. La dernière question que j'avais mis, là. C'est ça. Oui, Vas-y, ben, je te on, laisse pourrait aller. dire, on pourrait faire un lien avec ça. Ça serait l'admiration des choix et des réalisations. Là. Pour de vrai, quand je regarde là, ce que l'autre fait, là, est-ce que quand je regarde ses choix, je me dis « Wow, la personne choisit bien », ça, c'est un critère beaucoup plus sain d'amour que l'idéalisation. C'est le meilleur partenaire au monde. Ça, c'est l'idéalisation. C'est malsain. J'adore. Le côté coup de foudre, qu'on a dit tout à l'heure, c'est Ouais. foudroyé, là, tellement intense. Il Ouais. faudrait le remplacer de manière plus réaliste par une attirance réelle. Donc, c'est sûr que si vous vous approchez d'un partenaire et que ça vous fait intérieurement de manière réflexe, ben, c'est pas très viable à long terme. Mais l'attirance, ça n'a pas besoin d'être le coup de foudre total. Il faut juste que vous regardiez l'autre personne, vous dites « cute ». Ça, c'est attirant, c'est viable, c'est plus stable. OK, c'est pas obligé d'être la. C'est ça. Puis comme je disais, le coup Mais de d'avoir foudre, une attirance, d'avoir un désir quand ça même. en prend d'être une proche. attirance réelle, c'est ça. Non, pas Puis une répulsion. La fusion, elle, ben, sa contrepartie, c'est les projets communs. Projet commun. Par où qu'on s'en va ensemble? Il y a des gens là, qui prennent même pas le temps de se dire « Est-ce que toi, tu veux des enfants ou pas? »« Ah non, j'ai le vibe, là, on se met ensemble. » Puis là, finalement, ils disent « Ben moi, je n'ai jamais voulu d'enfants. Ben moi, c'est sûr que j'en veux au moins 4 enfants. » Puis là, Ouais. ils n'ont jamais réfléchi à l'orientation du couple, Ben non, c'est ça. prisonnier de la tyrannie du feeling. Admiration, projet commun, puis t'as dit, lui du milieu, Attirance réelle. attirance réelle. Ouais, pas obligé que ce soit un coup de foudre. Puis l'attirance, quand on parle d'attirance, on parle uniquement de physique ou ça peut être aussi, tu sais, en fait, global, tu sais, d'être Ben ça, les attiré critères par- d'attirance, c'est bien connu aussi en sciences psychosociales. Là. Ça a été méga étudié. Là. Il y a 3 grandes catégories de facteurs d'attirance. Il y a l'animalité, l'intelligence et la maîtrise du contexte. Mon Dieu. L'animalité, c'est quelqu'un là, qui a de la drive, là, sexuelle ou physique. Là. Ouais. Les macro-caractéristiques sexuelles, comme mettons un homme avec des épaules larges, la mâchoire carrée, qui a la voix basse,
qui est grand. Ton chum est plus grand que toi, d'ailleurs? Hein? Oui. Typique, dans le fond, du ça. Donc, Ouais. c'est une caractéristique d'attirance animale. Mm. Ensuite, la Intéressant. caractéristique d'attirance intellectuelle, c'est quand je discute avec la personne, là, tout d'un coup, je me rends compte que, wow, je me fais comme transporter dans un monde avec cette personne-là que je n'irais pas normalement. Puis c'est comme ça va au-delà de mes capacités. Puis en même temps, je me sens protégé. Puis, wow, ça peut aussi attirer la personne. Ouais, moi, je suis là-dedans. Et, fait que dans le fond, ton chum aussi, il est bon là-dedans, il te stimule sur l'intelligence. Tout à fait. Puis le troisième, c'est la maîtrise du contexte. C'est qu'une personne peut être d'apparence, somme toute, standard, peut avoir une intelligence, somme toute, standard, mais si elle est vraiment habile à maîtriser le contexte, mettons dans une soirée en party, là, c'est elle qui fait jouer les musiques au DJ là, sur le bon timing. Là. C'est elle qui colle la chose de shooter, qui rend tout le monde heureux. Là. Bon, ben, il y a des gens qui voient quelqu'un, là, qui voit le marionnettiste qui veut protéger tout le monde ou qui gère le contexte. Puis ça peut être très attirant pour certaines personnes. Tu parles de contexte, ça me fait penser un peu à un contenant, mais je ne veux pas aller là parce que je pense que c'est une des théories un petit peu plus spirituelles, mais par rapport à l'énergie masculine, féminine, tu sais, c'est ça, un homme qui te ferait sentir justement par son énergie il te prend en charge, ou en tout cas. Oui, mais c'est ça, c'est que ça pourrait vouloir dire plusieurs choses. C'est que le fait de sentir quelqu'un qui guide, ça peut être très attirant. La guidance, c'est relié avec la maîtrise du contexte. C'est ça. Comme si vous allez voir un psychologue, puis que vous voyez qu'il ne sait pas trop où c'est qu'il s'en va dans ces questions ou ces interventions-là, vous ne vous sentez pas guidé. Donc là, ça se peut que vous ne vous sentiez pas bien. Là. Vous n'êtes pas tenté de revenir à un autre rendez-vous à cause de ça. Ça marche dans toutes les formes de relations. C'est une forme d'attirance, qui n'est pas forcément une attirance sexuelle. Là. Non, c'est ça. OK. Mais dans la dynamique de l'attirance, vous pouvez évaluer ces 3 critères-là. Est-ce que vous êtes attiré par l'animalité, l'intelligence et ou la maîtrise du contexte? Ben, c'est vraiment intéressant parce que des fois, on pense que c'est ça qui est attirant, c'est plus l'aspect physique de comme là, il faut que je bave, tu sais, quand que je vois là, puis que... Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, là. C'est une porte d'entrée parce que c'est la biologie qui parle. On n'a même pas besoin de réfléchir. Réfléchir, ça prend un effort. Alors que si on reste au niveau de l'animalité, on est dans le monde des réflexes. Des réflexes automatiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à ce niveau-là. Mais même si c'est le point commun de départ où on peut tous avoir un repère, c'est pas le seul niveau sur lequel on peut build up notre compréhension de l'amour et des relations. Donc, on peut gagner en maturité, puis un jour, prendre une perspective et dire, c'est vrai que c'était le fun de faire ça. C'est vrai que c'est attirant des personnes avec des macro-caractéristiques sexuelles, mais t'as peu voir. C'est peut-être aussi d'autres critères qui seraient bien implémentés. Et c'est là où les critères amoureux ou les choix de partenaires peuvent changer. J'adore. C'est ultra pertinent. Je veux absolument qu'on parle de la peur de l'engagement. Ça serait... Puis l'infidélité, ça serait les 2 sujets que je veux parler. Mais pourquoi relier les 2 ensemble? Ben non, ils sont pas... Pas forcément? OK. Ben, pas engagement. Je sais pas. Y a-t-il un lien? Ben, la peur de l'engagement, moi, je dirais que c'est que ça implique mettre ses ressources dans un projet. Un projet spécifique qui va impliquer renoncer aux autres projets autour. Exactement. Puis dans un monde d'abondance, dans lequel il y a des catalogues d'êtres humains constamment disponibles au like, au dislike, on peut avoir l'impression que je vais peut-être me tromper avec ce partenaire-là. On a peur, Paul. On a peur de ne pas être avec la bonne personne. On a peur que ça pourrait... Est-ce que je pourrais trouver mieux? Oui. Bon, ben ça, c'est une des racines de l'insécurité qu'on va retrouver beaucoup dans l'évitement de l'intimité. Parce que me mettre en relation avec l'autre, c'est prendre un risque. Parce que d'un coup, qui n'est pas correct, merde, je suis dans le trouble, là, je suis pris avec l'autre. Là. Donc, les gens vont avoir tendance qui ont un style d'attachement évitant de l'intimité, à maintenir l'autre personne à distance comme ça, puis à laisser le choix de catalogue toujours disponible. Je peux recevoir plein de messages. Aujourd'hui, là, on pourrait dire une femme doit recevoir dans ses messages inbox d'Instagram plus de compliments en une journée que ta grand-mère peut-être en 4-5 ans, à l'époque où elle avait ton âge. Il y a cet aspect-là qui nous... c'est un défi supplémentaire, en fait, les réseaux sociaux, puis l'accessibilité à avoir autant de compliments. Fait que c'est pour ça qu'il faut savoir jongler avec notre
présentation publique puis protéger notre nature intime. C'est une espèce de... Oh, faut se promener tu dans les rentres deux. dans quelque chose d'intéressant, là. Comme quoi? Excuse-moi, répète ce que tu as dit. Jongler avec notre présentation publique, notre image. Oui. Parce qu'on a besoin des deux en réalité. On n'est pas que des êtres d'intimité. On n'est pas tous destinés à être des moines dans un centre ermite à faire de la méditation toute la journée. C'est pas le destin de tout le monde. Mhm. Mais si on vit dans la sphère publique, on n'est pas non plus que des êtres d'image à la disponibilité de qui veut bien. T'sais. Il faut Non, comme c'est apprendre ça. à se promener entre les deux. Puis à chaque fois qu'on va se faire un petit aller-retour, une petite retraite de recentrement sur soi, un petit test d'expression sur les réseaux sociaux, retourne à soi. À chaque fois qu'on va faire l'aller-retour, on va taper une nouvelle trail OK. qui, sur le plan neurologique, va former des circuits, un apprentissage. Puis c'est ça l'enjeu qui est le plus important, je pense, en thérapie, ça va être d'apprendre à donner confiance aux gens qui tapent des nouvelles trails là, à l'intérieur d'eux là, pour construire des habiletés, à se sécuriser, à faire des choix éclairés. On dirait que quand tu as nommé ça, ça m'a comme trigger par rapport à moi parce que des fois, je m'observe, tu sais, par rapport à... moi, j'aime quand même m'afficher de façon sensuelle et tout. Oui. Puis des fois, je me questionne à savoir, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que c'est une forme d'empower? Est-ce que c'est une forme d'expression pour Ouais. moi? Je pense que oui, mais je pense aussi qu'un petit côté de moi a probablement... est dans une recherche peut-être de justement un Un peu exhibitionniste, moi pour peut-être avoir de l'attention. ouais. Ben oui, puis c'est vrai, dès qu'on fait de l'accueil, d'acceptation de soi, c'est vrai que je porte à l'intérieur de moi des forces, c'est vrai que je porte également des vulnérabilités. Donc, on n'a pas besoin de tuer nos vulnérabilités. Il faut plutôt apprendre à être prudent avec nos vulnérabilités. À les accueillir, en être conscient. Oui. C'est ça, être C'est prudent. comme ça qu'on peut être entier, selon moi. C'est que je sais être fort, mais je sais aussi être vulnérable. Parce que là, de m'afficher de cette façon-là peut faire en sorte, c'est sûr que mon but n'est pas d'ouvrir une porte aux compliments, mais inévitablement, genre, je peux en recevoir. Donc, peut-être qu'il y a une part de moi qui est dans une forme d'auto-sabotage, sans m'en rendre compte, ou qui tease un petit peu. Ben oui. Mais t'offres à voir ton intimité à d'autres hommes que ton chum. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres hommes qui vont se masturber en regardant tes photos. Puis là, toi, tu penses pas à ça quand tu mets tes photos de bikini, que des hommes qui se masturbent en regardant ça? Non, je veux pas. Ben, je veux C'est dire, un peu naïf. non, mais je veux pas m'empêcher de faire ça parce que eux. Non, c'est vrai, tu as raison. Ça, tu fais bien. C'est relié avec le respect de soi. Tu as le droit de t'exprimer comme tu veux. Mais c'est quand on réfléchit à la chose dans le cadre d'une dynamique, mettons, relationnelle, moi, je me dis, il faut que ça soit vraiment bien discuté. C'est parce que c'est une forme d'ouverture de l'intimité. OK. Fait que l'autre a son droit d'opinion, de remarque par rapport à ça. J'aurais le goût de dire oui. Parce que si on veut forger un couple ensemble, il faut décider qu'est-ce qu'on amalgame. On est-tu un couple engagé ou on est un couple plaqué sur papier parce qu'on partage le même logement? T'sais, c'est pas la même chose au niveau de la profondeur de l'engagement. Puis là, j'entends déjà des gens qui vont dire « Ouais, mais là, il est en train d'encourager le contrôle, le psychologue. » C'est pas ça du tout que je veux vous dire. Jamais j'encouragerai qu'un conjoint ait du contrôle sur la vie de l'autre personne. C'est question ici plutôt de savoir partager et où la limite, pas juste se partager tout court. Et où la limite? Ouais, parce que c'est quelque chose, tu sais, au final, la personne, elle peut témoigner sa limite, mais si toi, ça te convient pas, ben là, t'es pas obligé de l'accepter. Tu peux quitter aussi, là. Mais je comprends, si dans l'optique où on veut que le couple fonctionne, il faut qu'il y ait une entente par rapport à ça. Ben oui, c'est ça. Puis si ça fait l'objet d'une entente, c'est super. Tant mieux, là. Ouais. Il y a des gens qui sont parfaitement similaires, même dans leur désir d'ouverture ou d'expression. J'avais ça avec mon ex. Si on le compare avec un autre genre de culture conjugale, ça va être une atrocité aux yeux de cette autre culture-là. Ouais. Donc, on vit dans un monde multiculturel. Donc, il y a toutes sortes de collisions de valeurs qui vont se passer. Puis tu aurais la même opinion par rapport à un homme, c'est-à-dire un homme afficherait des photos en chest ou whatever. Parce que je vais faire attention aussi au niveau du slut shaming, ces affaires-là. Exact. Je me dis, il y en a
C'est ça, moi, je veux vraiment pas le genrer. Là. Il y a des hommes qui ne protègent pas du tout leur relation. Notamment, je vois souvent ça en thérapie, là, ce sujet-là, dans lequel monsieur va faire toutes sortes de commentaires sur des posts Instagram en disant « T'es tellement belle » avec des becs de cœur et tout ça. Là, la blonde voit ça et dit « Là, moi, tu me parles jamais de même. Là. Puis là, je vois dans ton fil d'actualité, tu as fait 40 clics j'aime puis commentaires d'amour à des filles que moi, je voudrais que tu me donnes de moi. Qu'est-ce qui se passe là, dans notre relation? » Donc, c'est vraiment pas une question de genre ou de sexe, là, le non-respect de limites ou le fait de mal jauger. Est-ce qu'on protège notre relation ou on ouvre ou explose notre relation? Puis là, il y a peut-être un lien à faire avec l'infidélité. Ah ouais. Je sens que ce segment-là, il y a bien du monde, il y a bien des femmes qui vont envoyer ça à leur chum. Oui, je pense que c'est... Tu vois, le psychologue, il dit là, que c'est pas... Fait que j'aime ça. Messieurs, modérez-vous. C'est une forme d'ouverture. Les femmes auraient peut-être tendance plus à aller chercher une attention, puis les hommes, ce serait d'une autre façon, mais c'est ça. Ouais. Ça démontre... Je comprends ce que tu dis. C'est ça, il y a des caractéristiques biologiques là-dessus qui s'expriment, qui sont souvent décriées par les aspects culturels. Mais ça ne change rien qu'il y a des tendances biologiques. Des tendances générales, ça porte une moyenne, puis les hommes tendent à faire tel type de comportement, puis les femmes un autre genre de type. Ouais. OK, on va dans l'infidélité. Oui. Quelle heure? Tabarnak, c'est tellement intéressant qu'on bosse notre temps à fond, mais c'est pas grave, on a fini avec ça. OK. Dans ma tête, ça faisait pas aussi longtemps. Mais l'infidélité, je dirais que d'une manière générale, ça arrive que les gens consultent en thérapie parce qu'il y a eu de l'infidélité. Ou ça arrive que des gens ils disent « Moi, je vais le faire, mais je veux discuter de ça avec mon partenaire en thérapie avant. » Donc, c'est un peu contre-intuitif pour les gens. Mais l'infidélité, contrairement à la croyance générale, ça sauve autant de couples que ça n'en tue. C'est étrange, hein, dit comme ça. Mais personne ne veut vivre ça. Là. Mais une fois que c'est fait, il arrive que ce soit une crise qui permette de rebrasser les morceaux du casse-tête. Parce qu'avant, là, c'était trop rigide. Donc, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas tant l'infidélité ici qui va aider la relation que la crise. Une crise, ça facilite le changement. Mais ça peut être très douloureux, un changement. Comme n'importe quel processus d'éveil ou de correction ou de changement, ça peut faire très, très mal. Donc, je ne suis pas en train de vous recommander de faire de l'infidélité. Mais si ça arrive dans votre relation, c'est peut-être une occasion de vous questionner sur « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous deux pour qu'on vive ça? » J'ai comme l'impression que c'est ça, c'est que t'arrives à un stade où t'as plus rien à perdre, t'es comme dans le fond du baril, là, fait que t'es comme, ben là, on n'aura pas le choix de tout se dire, ben, tu sais. C'est ça. C'est un peu ça, hein. J'aurais une énigme pour toi, là. Je vais te surprendre avec un truc, si t'es d'accord. Hein? OK. C'est un petit accessoire que j'ai préparé. T'aimes ça me surprendre. Donc, let's go. Si, mettons, là, le couple était représenté par le zipper ici, là, puis que le couple il est bien parti, ils se sont bien zippés ensemble. Oui. Puis là, il arrive à un certain point où, tiens, on n'est pas capable d'aller plus loin ici. Là. Qu'est-ce qu'on fait quand il y en a un qui a plus de désir que l'autre? Quand il y en a un qui veut expérimenter plus d'affaires que l'autre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution, Myriam, avec ça? Est-ce qu'on coupe ici? Est-ce qu'on tire celui-là pour l'amener jusque-là? Non, elle dit je te donne un bypass d'une soirée. Ah! OK. Moi, c'est ma façon. Celui-là, il aurait le droit d'avoir un bypass d'une soirée. Oui. Puis il faudrait qu'il revienne. Bon, ben, ça, c'est la recherche de compromis. C'est pas tout le monde qui va la faire de la même manière. Puis je prends le temps de vous l'examiner, de vous le montrer ici avec un accessoire pour vous dire que c'est normal de ne pas partager exactement tous les mêmes désirs, toutes les mêmes aspirations. Puis toi, Myriam, on pourrait dire que tu nous fais une recommandation en lien avec tes valeurs et ce que tu considères comme étant une solution. Mais il y a des couples que ce ne sera pas possible de faire ça. Et dans ce temps-là, ce qu'on va faire en thérapie, c'est qu'on va plutôt tourner notre regard sur tout ça ici, puis on va se dire, hey, regarde, notre relation, là, c'est tout ça. Veux-tu prendre le risque de scraper tout ça pour avoir un bypass d'une soirée que moi, je veux pas que tu aies? Donc là, il y a une équation à faire sur regarde tout le chemin qu'on a accompli. Ouais. Puis pour avoir le 10% manquant, parfois, il y a des gens qui vont scraper une relation de 90% parfaite. Donc, il faudrait faire attention, être prudent là-dessus. Puis, c'est la gratitude, de l'appréciation, finalement, de ce qu'on a, c'est ça. Exact. Fait que chacune des petites dents, c'est l'occasion de connecter avec votre partenaire pour vous dire, regarde, on clique bien ensemble parce qu'on se respecte, on s'entend bien,
on partage nos finances, on partage notre famille, on partage du temps de loisirs ensemble, de vacances, de ça. Donc, le bout ici qui reste de différence, peut-être qu'on peut se laisser tranquille pour cette partie-là. Oh, ouais. Ou peut-être que non, il va y avoir des négociations, des propositions d'extra qui vont être faites. Ouais. Mais tout ça, il faudrait que ça soit fait de manière respectueuse, libre et éclairée. Pas jouer dans le dos de l'autre. Non, c'est ça, que les deux s'entendent. Voilà. Là-dessus. C'est ma théorie du zipper. J'adore tes visuels, c'est ultra simple à comprendre. On dirait que je voulais closer avec un peu les compromis puis sacrifices parce que je trouve que des fois, l'exemple que tu viens de nommer, c'est à savoir justement, c'est comme évaluer, ce serait comme un peu rationnellement évaluer qu'est-ce que la personne m'apporte versus qu'est-ce que je dois renoncer, tu sais, de savoir... moi, je pense que le sacrifice, c'est la pire des options. Là. Parce que si tu sacrifies, c'est la dynamique d'appauvrissement. Mettons, je sacrifie mon bras gauche pour pouvoir m'appuyer sur toi, parce que toi aussi, tu avais enlevé ton bras gauche. Tu t'étais amputé de tes loisirs. Pour moi, moi aussi, je vais enlever mes loisirs. Puis là, vu que je me sens coupable, je vais enlever un autre morceau. Donc, c'est une dynamique d'appauvrissement qui rejoint un peu la mécanique de la dépendance. OK. Parce que les gens dépendants, ils vont réduire leur sphère d'activité de plus en plus pour aller vers l'affaire préférentielle et exclusif. Même chose avec une surutilisation de la pornographie. Il y a tendance à aller vers une utilisation préférentielle et exclusive pour avoir l'orgasme ou la fin. Donc, je suis vraiment pas pour les sacrifices dans la vie conjugale. J'aime ça. L'autre point, ce serait les compromis. Ouais. Moi, j'aime bien faire le jeu de mots en disant on est con, on s'est promis, en étant aveugle. Mais le compromis, c'est l'idée de la négociation. OK. C'est pas tout le monde qui sont aptes à négocier, clairement. Il y a beaucoup de gens qui sont envahis par leurs réactions et qui sont pas capables de prendre le pas de recul pour le faire, ce compromis-là. Donc, moi, je propose un troisième terme qui serait l'alternance du pouvoir. Quand on n'est pas d'accord, il faudrait s'assurer qu'on s'occupe de tout le monde dans la relation, mais pas en même temps. C'est comme si on monte ensemble une montagne du couple. Là. Puis le rendu au top de la montagne, il y a juste de la place pour une personne à la fois. Est-ce qu'on va faire une escalade puis s'entrebattre ensemble? Non, c'est moi qui veux y aller. Non, c'est moi qui veux. Puis là, on tombe en bas de la montagne. Ou, vas-y, toi, moi, je vais te tenir, même. Profite pleinement de la vue, mon amour. Puis là, on est confiant que l'autre va faire la même chose pour nous ensuite, puis qu'il va nous élever pour wow! Mais pendant ce que je profite, il faut que je sois conscient que l'autre, là, je suis en train de mettre mon pied dessus, là, puis que, tu sais, il trouve pas ça le fun d'être là. Fait que dans pas long, je vais me dire, veux-tu retourner une autre dose toi aussi? C'était super le fun. Puis là, on s'élève mutuellement en alternant. Ouais, j'aime ça. C'est beaucoup plus viable dans la vie conjugale d'alterner de qui on s'occupe que de chercher à s'occuper de tout le monde en même temps. C'est ça. Mais moi, le mot que je garde en tête, c'est au niveau du apprendre à renoncer. Oui. Ça. Ouais. C'est vrai que c'est fort. Hein? Moi, j'ai trouvé ça très difficile de faire cet apprentissage-là. C'est qu'on veut tout avoir. C'est l'apprentissage de la frustration. Apprendre qu'être frustré peut nous rendre heureux. Parce que moi, j'avais une vision un petit peu négative du contentement, tu sais, que j'ai vu un peu avec mes parents. Je suis comme, non, moi, ça me parle pas, ça. Moi, je suis au-dessus de ça. Là, c'est mon ego qui parlait beaucoup. Exact. Je suis au-dessus de ça. Moi, je veux tout avoir. Fait qu'on dirait que j'associais ça un petit peu à ça, là. Non, de quoi à renoncer? Non, moi, tu vois, on peut pas comprendre ces mots-là tant qu'on n'a pas eu un bagage d'expérience. Tant qu'on n'a pas testé là, jusqu'au bout de la passion pour voir que c'est pas de l'amour. Ça fait tellement mal que... Non, c'est pas ça de l'amour. C'est pas ça. Il doit y avoir une autre sorte d'amour. Puis là, une fois qu'on est prêt à tester ces autres chemins-là, là, on peut faire des apprentissages. Puis on va espérer que c'est à ce moment-là que les personnes vont rencontrer des thérapeutes, des guides, des bons coachs, pour les encadrer. Mais c'est possible. C'est possible, mais ça prend une phase d'accumulation du savoir, d'expérience. On ne peut pas enseigner ça à l'école secondaire. Non, je comprends que ça. Même si nous l'enseignerions, ça voudrait rien dire. Il faut le vivre. Oui, je comprends. Ça conclut, mais Paul, as-tu un programme? Je sais que... Oui. Oui? Ben, j'ai failli t'amener mon cahier, en fait, que je donne aux couples en thérapie, parce que moi, je donne plein d'exercices aussi pour les couples à remplir ensemble, pour discuter, tout ça. Donc, j'ai une formation qui fait la synthèse de ce que j'enseigne comme base de la santé mentale.
de base, Ouais. mon programme pré-thérapie, Ouais. qui est accessible à l'achat. Tout le monde pourra l'acquérir s'ils le veulent. D'ailleurs, je te donne un code promo. Oui, ça. c'est le même code, Oui. qu'on a, Liberté 30. Ouais. Pour vraiment, sincèrement, j'ai tellement trippé sur la formation, mais au niveau de... Ça m'a amené des déclics importants, là. Sincèrement, là, c'est au niveau de la sécurité que tu parlais. Je pense que c'est pas mal, toi, Ouais. qui m'a amené des ressources pour rééquilibrer ma relation parce qu'on était dans un impasse, là. Et moi, j'ai vu sur tes stories que ça avait eu un grand impact, l'élément de l'orgueil et l'humilité. Ah oui. C'est comme si ça avait été une révélation, l'humilité, pour toi. Pour raide. Vraiment, Pourtant, vraiment. tu connaissais le mot avant. Comment ça se fait que là, maintenant, ça a touché juste quelque chose? Je sais pas, je pense que c'est comment tu amènes les choses, c'est très concret. Tu sais, c'est pas juste des notions de la théorie, je trouve que c'est comme facile à intégrer. J'ai peut-être rendu là dans mon cheminement aussi, mais c'est ça, oui, moi, ça m'a débloqué quelque chose par rapport à ma relation avec moi-même. J'étais beaucoup dans une relation qui était orgueilleuse envers moi-même. C'est comme au niveau de mes vulnérabilités, tout ça, c'est comme j'étais pas dans l'accueil de ça. Fait, en tout cas, c'est une des notions qui m'a Ah, super. marqué par rapport à ça. Fait que je Moi recommande aussi, vraiment. je l'ai construit, ce programme-là, justement pour aider les gens, pour pas que ce soit obligatoire de passer par une consultation Mhm. pour savoir ces concepts-là. Ouais. C'est pas la même chose qu'une thérapie, mais je l'ai appelé pré-thérapie, des outils pour avancer, parce que justement, je pense, ça me semble, ça prépare les gens. Ouais. Puis quand on les a maintenant, ces concepts-là, peut-être qu'on peut cheminer notre thérapie de manière un peu plus optimisée. Ben oui, c'est toutes les bases que selon moi, on devrait apprendre à l'école, là, tu sais, par rapport justement à notre identité, sécurité intérieure, là, les notions de souffrance, que je trouve vraiment intéressant aussi, qu'on avait un petit peu abordé dans le dernier épisode, relation avec les autres, en tout cas, non, c'est Oui. super complet, là, pour vrai, cette formation-là. Non, mais super, c'est accessible pour les gens. Oui, t'as pas une formation pour le couple aussi, tu dis? Je suis en train de travailler dessus, donc là, Ouais. je ne peux pas la lancer officiellement. OK. Mais oui, je suis en train de faire un livre, une formation OK. web. T'es Puis là-dedans. tout pour ça, c'est tiré de mon cahier pour les couples, justement, d'exercices. Tu penses-tu lancer ça dans les prochaines semaines? Parce que l'épisode... Non, ça va être dans quelques mois. Là, j'ai un autre Ah, OK, projet OK. présentement sur lequel je dois me mettre du temps. OK. Bon, en tout cas, je vais en parler dans mes stories rendus là. Alors, regardez la date de publication. Là. Ouais, c'est ça. Autour de 2024, c'est sûr que c'est publié. OK, parfait. Ben, un gros merci, Paul. On peut te suivre sur tes plateformes. Je suis partout. Vous tapez Ouais. ça, Dr. Paul Simard, psychologue sur le web. Vous allez me trouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Yes, sir. Merci beaucoup. Merci à toi.